Salut les potes, bienvenue dans DCP du ciné et des potes pour votre émission bi-hebdomadaire de cinéma proposée par le Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Avec moi autour de la table, Jérémy, Fred, Julien pour ce 10e épisode de DCP. Bonjour les potes. Bonjour à tous. Et vous savez ce qu'on a acheté spécialement pour le 10e épisode ? Une nappe. Une nappe. Elle est magnifique, hein ? Mais ils la voient pas. Ils l'entendent. La prochaine fois, on achètera de la moquette aussi. Au programme de cette émission, du catch, des muscles, la mort, Auschwitz, A24... Pardon, ça va. Oui. Auschwitz à 24, putain, le Non, mais ça résume très Ça bien. va, et ça va être ambiance très morbide. Ah, c'est vrai. J'ai même prévu un jeu sur les morts. Donc bon, au sommaire de cette émission, les actus et les critiques de The Iron Claw et la zone d'intérêt en première partie. Et en deuxième partie, je vous ferai deviner des stats concernant les morts au cinéma. Julien a un joker et Jérémy a un jeu de chiffres que je n'ai pas compris. Ça s'appelle l'un ou l'autre parce que j'avais pas d'idée. Mais du coup, avant ça, messieurs, quoi de neuf dans le monde du ciné ? Et petite info, on vient d'avoir les premières images, en tout cas première image de Leonardo DiCaprio, qui jouera le rôle principal, du moins c'est ce que ça semble être, le rôle principal dans le prochain film de Paul Thomas Anderson. Donc Paul Thomas Anderson, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, ça fait 3 ans, la dernière fois c'était Licorice Pizza, et je peux pas vous en dire plus, qu'en fait on n'a pas de titre, on n'a pas de date de sortie, on n'a même pas de synopsis, on sait juste qu'il y a Leonardo DiCaprio qui a un peignoir, un bonnet, dans la rue, on dirait The Big Lebowski, et on nous dit apparemment que ce sera le film le plus commercial de Paul Thomas Anderson. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un film commercial ? Je sais pas, parce que je trouve que c'est quand même vachement accessible le cinéma de Paul Thomas Anderson, donc voilà. Et c'est très bien. Cette moustache. C'est beau. Alors moi, la news qui m'a pas marqué, mais interloqué, on va dire, c'est l'annonce du remake de L'Attaque de la femme de 50 pieds, dont il y a eu 2 versions, une originale sortie en 58 et un téléfilm sorti en 93. Alors ce qui m'a interloqué, c'est pas le fait qu'on fasse un remake de ce film, mais c'est les personnes qui y sont liées, bien sûr. Car ce film, sorti annoncé par la Warner, est prévu avec Gillian Flynn au scénario, le scénariste notamment de Gone Girl de David Fincher, et Tim Burton à la réalisation. Bien que je sois pas fan de ce qu'a fait le bonhomme ces dernières années, c'est intriguant de le voir s'atteler à un remake de ce film. Voilà. Anatomie d'une chute. De favoris. De favoris qu'on entend partout, les Oscars, les Césars. Et petite info, le film va peut-être avoir droit à une série. Alors c'est pas vraiment sûr, mais certains parlent d'une petite série. Moi je suis un peu en mode bon, ne faites pas ça. Ah oui. Mais voilà. Mais ce serait une série suite ou préquelle du film ? Non, je crois que ce serait de reprendre vraiment le film et de le diviser en épisodes, en fait, que ce soit vraiment une enquête, une sorte de série enquête. Je pense en une saison, je verrais bien le format. À voir. Bah moi, ma news, c'est aussi un projet qui arrive bientôt. Enfin, bientôt, on ne sait pas, mais c'est le prochain film d'une grande réalisatrice américaine en la personne de Catherine Bigelow. La réalisatrice oscarisée de Démineur, Zero Dark Thirty et Strange Days a commencé le tournage de son prochain film qui va s'appeler Aurora, 7 ans après la sortie de son dernier film qui s'appelait Détroit. Ce sera une adaptation du roman d'anticipation du même nom et écrit par le scénariste David Koepp, à qui on doit d'ailleurs les adaptations de Jurassic Park, de Spider-Man, de l'Impasse de Palma. Bref, moi je trouve que le combo des deux donne bien envie, et le film prendra place dans un monde ravagé par une tempête solaire. C'est très bateau, mais ça a l'air pas mal. T'as vraiment une voix sexy, mec, ce soir. J'ai pas une voix sexy, j'ai une voix de malade. Et bah, c'est sexy la voix de Le malade. problème c'est que j'ai un concert demain, donc je sais pas comment je vais faire. Bah, ça va être sexy, mec. Ah yeah. Eh ben, restons sexy, parce que je vous propose de passer à un film très sexy, très biceps, très testostérone, avec The Iron Claw, réalisé par Sean Durkin. C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père. Vous serez fiers de moi, je vous le promets. Alors, The Iron Claw, de quoi ça parle ? C'est un biopic. Les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. C'est très large comme description de film. Moi, ce que je pourrais rajouter peut-être, c'est l'importance du terme malédiction dans le film. Parce que c'est de ça dont il est question et c'est le terme qui revient quand on parle de la famille Von Erich dans le monde du catch, bien que je ne connaisse pas vraiment le catch, c'est cette dimension de la malédiction qui plane sur ces personnages-là. Et c'est peut-être ce qui reste le plus dans le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars ? J'en attendais beaucoup d'Iron Claw. Parce que t'as vu. Est-ce que ce serait pas parce que t'avais un logo A24 ? Exactement. Est-ce que Jérémy Allen White t'a déçu ?
Non. Il m'a pas déçu, mais il m'a pas non plus enjoué, quoi. Oh. Non, en fait, le film en lui-même est bien. Je dirais pas que c'est genre une arnaque, un truc pourri et tout. Mais moi, je voulais aller voir un film de catch. Je voulais aller voir un film qui m'en mette plein la vue. Niveau mise en scène, je dis pas que le film est merdique. Il y a quand même il des est trucs. sobre. Hein. Mais Visuellement, il est sobre en fait, visuellement, mais tout ce qui se passe sur le ring, je suis un peu en mode bon, ok, longue focale, derrière les cordes, il y a des trucs un peu sympas, des plans d'ensemble qui montent un peu comme les catchs qu'on voyait à l'époque, quoi, enfin les scènes de catch de l'époque, mais sinon, voilà quoi. Ça Je sais t'a pas, pas vous- branché. Ouais, enfin je voulais vraiment du catch, merde. Ah bah moi c'était pas du tout du catch que j'attendais. À vrai dire moi j'attendais rien du film. Hein. Je veux dire j'attends pas grand chose des films quand je vais les voir. Mais moi j'ai trouvé que l'histoire qui nous était contée, même si c'était un biopic, c'était quand même très bien narré. Enfin Ah non, oui, bien sûr, après le reste c'est super cool, mais moi c'est vrai que j'étais dans l'optique, je voulais vraiment avoir un bon... un film de catch quoi. Un t'avais- film de catch, mais avec des mises en scène qui sont intéressantes. Et on a vu plein de films de catch qui sont, mais qui parlent, enfin de boxe et de catch, genre les Rocky que tu n'as toujours pas vu. Non. Où il y C'est a des pas trucs du à catch. dire sur ce qui se C'est passe pas sur du le ring. catch Rocky. Hein. Ah bah, on pourra Non, faire mais la comparaison de mise en excuse-moi. scène Rocky The Sur, Iron sur- Coast, sur tu ce qui vois. se passe sur un ring, il y a des trucs à faire quoi. Et je crois que dans le film, il y a peut-être une séquence vraiment où j'ai aimé, c'est genre au tout début où t'as Zac Efron qui se bat contre le champion poids lourd. Et là, il y avait un truc un peu sympa. Mais Oui. le reste des matchs, les autres trucs que j'ai vus, j'étais pas bluffé quoi. En même temps, est-ce qu'il y en a beaucoup des matchs dans le film? C'est vrai que le film, est-ce que finalement il est sur ça quoi? Vas-y. On peut donner notre avis aussi Oui, avant non, de partir pardon. dans un débat. Ouais. Merci. Alors globalement, je suis assez d'accord avec toi, même si j'ai l'impression que j'ai un peu plus apprécié. Avec qui? Avec Fred, pardon. Je suis un peu plus d'accord avec toi, Fred. Bien que j'ai l'impression de l'avoir apprécié plus que toi, un peu plus que toi quand même. Non, après, je l'ai apprécié quand même. Enfin, je suis un peu dur. Mais parce que j'avais beaucoup d'attentes à 24. Bon, maintenant, c'est juste qu'il y a un petit truc. Voilà, je voulais être ébloui. Je voulais de la mise en scène, quoi. Un truc un peu plus visible à l'écran, quoi. Ouais, non, mais globalement, moi, je me suis laissé emporter par le film Mm. comme il fallait, on va dire. Moi, ça m'a plu. Mais Voilà. moi aussi. Déjà, moi j'aime le catch aussi de base, donc tu me fais un film sur le catch, je suis content. Et même si je suis d'accord avec Fred, c'est une mise en scène très sobre. On va pas avoir du spectaculaire, je veux dire, c'est basique, hein. C'est peut-être même académique ou peut-être scolaire, mais je trouve que c'est très efficace. Ça raconte l'histoire que ça devait raconter. Donc le catch reste en arrière-plan, ça se concentre avant tout sur une histoire de famille, une tragédie familiale, et c'était bien. Oui, parce que moi, tu me vends une histoire de famille. Moi, je m'attends plus à voir des scènes familiales que des scènes de catch, potentiellement. Oui. Je vais laisser Owen dire son avis et puis je rebondirai. Ah non, moi j'aime beaucoup le film même. Hein. Je trouve que. Enfin, j'ai dit que je connais pas le catch, donc du coup, pendant tout le film, je me posais des questions sur les prises en me disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce qu'ils ont l'air d'en chier sur le ring, mais en même temps, le principe du catch, c'est de faire faux un peu. Donc je me suis posé des questions là-dessus, sur la description même qui était faite du catch, parce que visiblement, le film te dépeint le catch vraiment comme un art du sacrifice et de déchirement de soi. Alors que genre jusqu'ici c'est le côté spectacle moi que je retiens du catch. Donc justement ça m'a dépaysé un peu sur cette pratique que j'écrirais. Enfin c'est du sport le catch, mais je le décrirais pas comme vraiment du sport. C'est du sport-spectacle ou du divertissement sportif. C'est les termes qui sont utilisés généralement. C'est ça. Et à très rares occasions tu vois les personnages de se dire alors on va se faire telle prise, on va se faire ainsi tout ça, mais il y a pas. Ça arrive. Ouais, mais il y a pas le même côté un peu terre à terre qu'avait The Wrestler. The Wrestler de Aronofsky, ouais. C'est ça, qui vraiment mettait le doigt sur la facticité du sport. Et en fait, ça m'a un peu embêté devant The Iron Claw, mais en même temps, ça m'a impliqué davantage dans l'histoire, parce qu'il y a ce côté, voilà, du dépassement de soi de Zac Efron, qui est surtout un personnage tiraillé entre la envie de servir sa famille et ce titre de numéro 1 mondial qui le tend, voilà, et c'est un très bon Ça finit drame. même par le hanter, je trouve. Hein, même, à un Ah oui, moment c'est donné. ça. Bah, c'est tout le propos du film, c'est ce déchirement entre les liens familiaux et l'objectif carriériste. C'est-à-dire que, L'ambition. oui, c'est ça, mais c'est qu'on passe tout le début du film, ce sont vraiment des séquences, il y a les combats, mais très vite ça devient des combats en équipe, c'est-à-dire qu'on voit les trois frères Von Erich qui combattent ensemble, on voit les moments de complicité, ils font du sport ensemble chez eux, même s'il y a déjà cette teinte de compétition imposée par leur père, et au fur et à mesure, cette complicité-là, elle s'efface pour la compétition. C'est-à-dire que c'est Kerry qui prend la place, Kevin qui perd sa place pour Numéro David, 1. pour être remplacé par David. Ensuite, David qui se fait remplacer par Kerry. Et c'est cette phrase que tu avais dans la bande-annonce et qui au début, c'est mon fils préféré, c'est Kerry, ensuite Kevin, ensuite David, ensuite Mike, mais l'ordre peut toujours changer. D'ailleurs, parce que du coup, ce genre de biopic-là, moi, ça me donne envie toujours de lire les pages Wikipédia. Il y avait un autre fils dans l'histoire. Oui. Ils n'ont pas eu que 5 gosses, ils en ont eu 6.
Oui. Et je sais pas où est passé le 6e. Alors ils l'ont pas mis parce que en fait le 6e s'est suicidé, donc ça fait Voilà. 3 Oui. fils qui sont suicidés et Shunderkin a dit que ça faisait trop. 3 suicidés sur 6. Ça faisait trop pour un même film, il disait que ça rajoutait trop de tragédie à ce qu'il y avait déjà, et même si tu réfléchis, c'est là où je trouve que c'est le défaut du film, c'est que le film, en fait, il souffre de ce que souffrent la plupart des biopics, c'est leur côté très académique, très cahier des charges, c'est-à-dire que je trouve que tu as toute la première partie du film, quand je le disais, qui est vraiment sur les liens familiaux, la fraternité, toute la fin du film qui est vraiment sur le déchirement, sur la tragédie même de la famille, et en fait le milieu c'est la succession des morts. Et à partir du moment où on arrive de ce moment-là, j'ai l'impression que tu as une sorte de liste où voilà, il y a la mort de ce personnage, ensuite il faut passer à la mort de ce personnage, et ensuite il y a la mort de ce personnage où ça s'enchaîne très très vite, et on perd tout ce côté très intime que proposait le film. Et pour juste finir avec le fait du 6e fils, ça aurait fait encore une séquence de plus à cocher sur la liste, et c'est pas forcément une mauvaise chose de pas l'avoir enlevé. Une bonne chose de l'avoir enlevé. Oui, tu parlais de trucs qui sont très académiques, très cahiers des charges par rapport au biopic. Déjà, pour moi, il y a les musiques préexistantes qui certes permettent de remettre le film dans un contexte historique et global, mais je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Oui, donc il y a aussi une scène vers la fin où ça se peut pas trop, mais il y a une scène un peu rêve éthéré, etc. Où le frère qui vient de mourir, je crois que c'est... Je ne spoil pas. Oui, je ne spoile pas, pardon. Mais bon, vous savez qu'il y a des frères qui meurent, mais il y a un frère qui meurt, et il se retrouve un peu une sorte de paradis avec ses frères déjà décédés. Je trouve que la scène est pas utile, finalement. Si, moi j'ai bien aimé. Juste, je rebondirais sur ce que tu disais, le côté académique et le fait qu'il soit cantonné finalement à ce qui s'est passé dans la réalité. Mais je trouve que le film tourne assez bien le côté machine infernale qui s'en dégage. C'est-à-dire que les personnages, c'est une hécatombe, mais c'est une hécatombe qui arrive très vite et qui surtout est un enchaînement l'un de l'autre. Donc finalement, je trouve que le film s'en sort plutôt bien sur ce point-là. Pour juste revenir sur la scène finale, moi j'adore ce genre de scène. Oui. Ça peut être surfait, ça peut faire cliché, mais moi ouais. tu me mets une petite scène onirique comme ça, à petite référence au Styx avec la petite pièce posée sur la barque, moi j'adore. Ouais, Mais je comprends qu'on puisse... Je trouve que ça tombe trop dans le pathos. Voilà, je peux comprendre, mais moi chez moi c'est toujours C'était efficace. touchant. Et c'est vrai que pour la question comme tu disais, de cet enchaînement de malheurs, c'est qu'en fait le malheur d'un frère entraîne le malheur de l'autre. C'est parce que David doit être remplacé par Kerry que Kerry va avoir son malheur, etc. Et que David va essayer de faire quelque chose, mais ça va provoquer son malheur à lui ensuite. C'est ça, et en fait, le malheur de chaque frère, ça va amener du coup Mike, Mike à base, c'est le frère qui veut faire de la musique, à aller sur les rings. Donc peut-être qu'il aurait pu échapper à cette carrière si le destin de ses frères aînés avait été différent. Et c'est parce qu'il doit monter sur le ring aussi que ça va provoquer sa propre chute. Et ça, c'est très intéressant. Moralité, n'allez pas sur le ring. Ça t'inspire quoi tout ça, Fred ? Moi, je trouve ça assez frustrant. Ce film est frustrant pour moi. Moi, j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin que ça parle. Ça t'a pas Et évoqué ? non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est des personnages du coup qui sont éduqués à ne pas parler en fait, à pas parler de ce qu'ils ressentent et qui acceptent tout ce que leur père leur dicte. Ce qui m'a frustré, je pense, c'est que vous voyez ce père qui est ignoble avec ses enfants, mais vraiment ignoble. Il n'y a aucun moment où j'ai eu de l'empathie pour ce mec. À aucun moment il va avoir un retour dans sa gueule quoi. Enfin, il va pas y avoir de paroles qui vont venir contredire ce qu'il a fait. Je trouve pas. Non, je trouve pas du tout. Il se prend un truc à la fin. Oui, c'est ce que j'allais dire. On spoil ou je... Non, quand même pas, mais il se Je prend trouve que la séquence de fin n'est pas assez forte pour tout ce qu'il a fait, quoi. Non, Genre pour tout ce qu'il a fait. Je suis désolé, sa dernière scène, elle est atroce, mais elle est atroce dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui et il est derrière ce que un père ou un parent n'aurait jamais dû vivre dans sa vie, et il l'a vécu genre de plein fouet, plein de fois. C'est atroce, tu vois. Et le film, il t'encadre ce personnage en mode, voilà, maintenant il en est là dans sa vie. C'est pas atroce. C'est pas ça que je voulais dire. Mais surtout que, certes, Fritz von Erich est ignoble, mais ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il ne se rend même pas compte que c'est lui qui provoque la malédiction qu'il veut enrayer. En fait, s'il il est dur, il est ignoble avec ses enfants, c'est parce qu'il est persuadé qu'en les poussant à fond dans le catch, en fait, il va enrayer toute la malédiction qui touche sa famille. C'est lui qui la provoque. Oui, et c'est lui qui provoque lui-même le malheur de ses fils. En fait, plus ses fils succombent à cette soi-disant malédiction, plus il va pousser ses fils encore loin. C'est pour ça qu'en fait, tu prends cette scène finale, tu le vois arriver en arrière-plan, il est dans l'étonnement, mais pas cet étonnement de désespoir, c'est qu'il est dans l'incompréhension. Il comprend pas pourquoi ses enfants meurent. J'aurais voulu un retour du bâton, quoi. Tu vois, un truc où genre il y a un fils qui s'exclame, une grande scène de dialogue, j'imaginais bien un truc comme ça. Ouais, mais bon, après, oui, c'est ce que je disais, c'est que ces fils sont pas éduqués à ça, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans le film, c'est que
c'est une famille nucléaire où dans laquelle la mère et le père n'interviennent à aucun moment dans l'amour qu'ils peuvent donner à leur frère, quoi. C'est toujours aller voir l'autre frère, parler Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il dit souvent, vas-y, va voir ton frère, tu gères ça avec ton frère. Et moi, je m'attendais vraiment à un truc un peu cliché où ce serait plus la mère qui subit, mais qui est quand même là pour les enfants. Et à aucun moment, elle est là, quoi. Elle s'est perdue dans la foi et le père s'est perdu dans le catch. C'est ça. Et par rapport à réfréner ses émotions, tout ça, etc., ce que leur père leur inculque, tu vois, ça fait un peu pathos. La toute dernière scène, elle fait vraiment pathos, comme je disais tout à l'heure, avec la scène rêve, etc. Mais je trouve que là, ça fonctionne parce qu'on est ancré dans le réel. Et donc, du coup, ouais, la dernière scène m'a fait quelque chose parce que t'as vu tout le film, un mec qui essaie de réfréner ses émotions au maximum, et là, il lâche tout. Ouais, et tu vois, c'est beau. Il lâche tout pas par la parole. Moi, j'aurais aimé la parole, quoi. Ouais, mais des fois, la larme solitaire la larme de Bella solitaire, Ballads. je pensais à ça. Je pensais à ça. Moi, il y a une tournure de phrase que je trouve terrible, mais en même temps, elle spoilerait tout le film. Donc, juste encart, giga méga spoil. Plutôt que dire qu'il a perdu ses frères, il dit qu'il n'est plus un frère. Et ça, je trouve ça mais atroce, en fait. Parce qu'il est tout seul, il a plus de famille, en fait. Et je trouve que ce terme « je ne suis plus un frère », c'est comme si toute la raison qui avait guidé sa vie pendant ces 40 premières années, elle s'envole. Et moi, ça m'a... J'ai un peu lâché une larme, c'est vrai. Voilà, j'ai pleuré, moi. Enfin, J'ai non, pas pleuré, mais bon, j'ai j'étais réfréné ému. mes larmes, mais... J'étais ému. Oui, c'est vrai. Fin du spoil. Mais sinon, peut-être pour revenir sur le titre, parce que ça s'appelle The Iron Claw en anglais et juste Iron Claw en français. Bon, c'est assez basique comme analyse, tout le monde l'a relevé, mais l'Iron Claw qui est censé être cette prise familiale, donc cette prise où tu prends ton adversaire par la tête avec tes mains. Donc, L'étau de fer. c'est ça, c'est l'étau de fer du père sur ses enfants. Le film commence comme ça, c'est Fritz von Erich, donc quand il est encore catcheur, donc avant qu'il se mette à entraîner ses enfants, pris en contre-plongée, donc il est cette force, voilà, cet homme imposant qui impose sa domination avec l'Iron Claw. Et d'ailleurs, le titre s'affiche sur une image du père. Voilà, donc, sur cette image D'ailleurs, du père. est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les gars sur... Ouais, de petits trucs, je sais pas moi. Niveau acteur, du coup, je pense qu'on l'avait vu. Moi, je l'avais vu venir. Bon, Jeremy Allen White, je suis dans ma période. Jared The Bear, bon, incroyable. Tu l'aimes. Mais c'est vrai qu'il a été. C'est vrai que The Bear, c'est vachement bien. J'ai commencé, vachement bien, quand même. J'avoue, c'est bien. Non, mais c'est qu'il est vachement mis en scène dans la publicité. Mais bon, je m'y attendais que le film, en fait, était sur Zac Efron. Enfin, tu vois. Mais voilà, je sens que la France a bien misé le truc sur Jérémy parce que Calvin Klein, parce que tous les trucs qu'il a fait. Oh, merci, j'en demandais pas tant. Mais du coup, j'étais obligé de la faire. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a un peu frustré. Mais Zac Efron. Vous en pensez quoi de Zac Efron dans le film ? Est-ce que c'est incroyable ? Moi, c'est la première fois que je vois Zac Efron dans un rôle dramatique. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je trouve qu'il débute. Il livre de bonnes performances à certains instants, mais je trouve qu'il débute quand même. Il a encore un potentiel d'acteur qui sommeille en lui. T'as toujours cette image Disney Channel derrière, donc lui du coup un peu. Okay. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre de le voir dans un rôle plus dramatique plutôt que comique ou voilà. Comme il dit, il débute. Tu vois, bien que la scène de fin, je le trouve bon. Et puis bon. Quel muscle. Après, tu sens qu'il débute dans la manière dont il pose son jeu, mais c'est presque un jeu non joué, c'est-à-dire que c'est un jeu très balbutiant, très hésitant, mais c'est très bien utilisé puisque son propre personnage, celui de Kevin, est très mauvais au micro, et donc le catch, et c'est ça aussi intéressant dans le film, c'est que ça te montre l'envers du décor. Le catch, ça te demande d'être bon sur le ring, donc d'avoir des très bonnes performances sportives, mais d'avoir de très bonnes performances d'acting en fait. Donc très proche du théâtre, il faut savoir tenir le micro, savoir provoquer ses adversaires, donc être bon dans ce qu'on appelle les promos. Et en fait, Kevin Von Erich est nul. Genre vraiment, quand on lui tend un micro, il ne sait rien dire. Et c'est ça qui est intéressant. Quand il a son premier rendez-vous avec Pam, qui est joué par Lily James, oui. Et il sait pas trop quoi dire non plus. Il est très vite perdu quand on lui demande t'aimes quoi dans la vie, qu'est-ce que tu fais, à part dire j'aime mes frères. Il a rien d'autre. C'est ça, c'est surtout que c'est elle qui va toujours faire les trucs, tu vois, au début de leur relation, c'est elle qui va vers lui, etc. Comme si elle savait que lui, vu qu'il est pas à l'aise non forcément, faut que j'y aille de moi-même, quoi. Ça lui donne un côté facile à séduire, donc moi j'avais presque l'impression de voir Pam comme un personnage un peu détestable au début, et au final, non. Enfin, épouse-moi, Pam. Et d'ailleurs, c'est super bien fait par une des premières scènes où ils vont refaire une prise je ne sais combien de fois et par rapport au micro. Ouais, par rapport au micro et au fait qu'il n'arrive pas à dire correctement son texte. Oui, puis dès qu'il veut en placer une, c'est David qui prend le micro et qui enflamme la scène. Oui, mais ça c'est après coup, ça. Tu vois, la première scène où t'as justement, c'est David qui est derrière aussi, où t'as David derrière qui est en mode bon alors tu te vois encore, etc. Enfin, ça amène bien l'idée de
bien qu'il ait bien, je pense que le réalisateur a bien fait de couper à un moment donné, il s'est pas dit vas-y je vais mettre je ne sais combien de prises. Bah, déjà, il rate Il y en a 3 déjà pas prises, mal. Il y en a déjà pas mal. Donc Non, après voilà, il y a des scènes de catch, c'est filmé académiquement, mais je trouve qu'on sent quand même les impacts, on sent quand même la chorégraphie. Qui était à la direction de la chorégraphie, c'était Chavo Guerrero Jr., fils du grand Eddie Guerrero, donc c'est quand même ils ont eu un professionnel pour chorégraphier. C'est quand même notable, Parce qu'il c'est à faut noter. dire qu'il n'y a pas eu de cascadeur. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que les acteurs ont vraiment fait tout ce qu'il y avait sur les Ce vidéos. qui est assez impressionnant. Ce qui est hyper je impressionnant. pense que Zac Efron il s'est mangé un sol en béton comme ça. Peut-être une maquette, un truc un peu moins dur. Mais voilà, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont vraiment vraiment entraînés de fou. Enfin, Jeremy Allen White, il a pris genre 15 kilos de muscle, Zac Efron aussi. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc, sur le plan physique qui est à noter. Mm. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a la performance du corps qui est présente, quoi. Enfin, ouais. Sujet clos sur The Iron Claw. Exactly. Et ben, je clôt le clos. Oh, ta gueule. Je peux parler des chiffres quand même ou... Vas-y. Alors, The Iron Claw, c'est un budget de 15,9 millions de dollars pour un cumul aux USA à 33,8 millions actuellement et un cumul mondial à 34,6 millions. Donc, il s'est déjà remboursé et quasiment fait le double. Donc, même a déjà fait le double. Donc, plutôt bonne performance. Et pour la première semaine en France, The Iron Claw a fait 46 627 entrées. C'est le 7e des nouvelles sorties de la semaine. Voilà. Peut mieux faire. Après, c'est pas un film qui aurait attiré les foules, même avec une grosse communication, je pense. Donc, Ouais, bon, il y a eu sa petite communication, hein. Bon, les gars, on passe à un film que je n'ai pas vu. non. J'ai honte de moi. Dans le temps, ma semaine était très chargée. On va passer à la zone d'intérêt. 10 ans après Under the Skin, Jonathan Glazer revient avec un drame sur fond de Seconde Guerre mondiale. Le film connaît un succès critique retentissant, puisqu'il a reçu le Grand Prix à Cannes. Il est aussi nommé 9 fois au BAFTA, 3 fois aux Golden Globes et 5 fois aux Oscars. Mais les gars, va falloir me dire ce que ça vaut maintenant. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause Hösker lebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Le commandant d'Auschwitz, Rodolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. De quel camp? Auschwitz. Alors, ouais, par contre, ça va Voilà. être compliqué de parler de ce film, on va pas être très drôle là. Hein. Non, J'espère non, pas. après, on peut. Non, on peut pas. Moi, vraiment, pour lancer directement dans le bain, c'est la question que j'aimerais vous poser. J'ai lu l'entretien qu'avait donné Glazer à SoFilm, et dans l'entretien, il dit outre toutes les volontés de filmer la Shoah, sur la réception qu'il souhaitait, il disait qu'il s'attendait à ce que les spectateurs se sortent nauséeux et dégoûtés du film. Et moi, la personne avec qui je suis sorti voir le film était dans cet état-là. Et vous, est-ce que vous avez vraiment ressenti cet état, une sorte d'état de dégoût, ou juste ça vous a quand même choqué, marqué, ou vraiment est-ce que vous avez eu cet état de malaise? Le malaise, ouais, il était présent tout au long du film. Bon, je pense qu'on va y venir, mais le son, quoi. Le Oui, truc, du alors, coup- on va vraiment en parler du coup. Oui, non, malaise, je sais pas. Après, j'étais pas non plus vraiment dans le mal, quoi. J'ai l'habitude de voir des trucs un peu durs. Maintenant, ce qui était drôle, c'est que je suis allé voir ce film en avant-première le mardi. Je rentre chez moi, j'allume la télé, France 2, Shoah de Lanzmann. Et je suis en mode. C'est vrai qu'ils avaient diffusé ça. Et je suis en mode, ah ouais, ok, c'est une super belle soirée. C'était l'intégrale qu'ils ont passé? Ouais, ils ont de vraiment 21h l'intégrale, ouais. à 6h, je crois, enfin en 2 parties. Et bref, nauséeux, je sais pas. Après, la dernière séquence, il y a un délire de nausée. Mais sinon, ça va, je suis pas non plus. En fait, je suis pas ressenti en rien, tu vois. Le film n'a pas rien fait. C'est impossible qu'un film comme ça ne te fasse rien. Mais j'ai pas non plus un sentiment de nausée ou dégoût, oui peut-être, mais pas de nausée. Bon, rentrons dans le cœur du sujet quand même. Qu'est-ce que c'est la zone d'intérêt? Moi, ce que j'ai adoré dans ce film, et c'est un peu l'idée du film, c'est de rien montrer. C'est de te faire un film qui est sonore, c'est-à-dire que tu mets une image noire, tu serais autant dans le mal. Et le film, voilà, fait un peu comme Shoah de Lanzmann, fait un peu comme Nuit et brouillard de René. C'est de te montrer un camp sans le montrer et de trouver des manières de mettre en scène l'Holocauste qui est impossible d'être mis en scène, quoi. Ça veut dire que l'Holocauste, en fait, dans le film, tu l'entends. Tu l'entends, en fait, tout le long du film, en gros, du coup, tu suis cette famille qui habite vraiment genre de l'autre côté du mur de Auschwitz. C'est vraiment, il y a une palissade Ouais. qui les sépare du camp. Ouais, C'est-à-dire ouais. que le jardin, c'est collé. Derrière la palissade, c'est l'entrée du camp. Ouais. D'accord. Et en gros, tu suis donc cette famille et constamment t'entends les machines
machines qui marchent, qui brûlent des personnes, t'entends Des des coups de tirs, feu, t'entends ouais. des coups de feu, t'entends des T'entends cris. des hurlements, surtout. T'entends des hurlements. Les hurlements des gens qui meurent, des gens qui passent sous les fours. Et les fours, en fait, les Ouais. fours constamment, tu l'entends, que ce soit à l'extérieur du jardin, que ce soit à l'intérieur de la maison, tu l'entends. Quoi. Mais tu vois aussi, et ça qui est très fort, c'est que c'est vraiment un film de l'arrière-plan. Mm. Et c'est sur ces moments-là où c'est saisissant. C'est par exemple, tu as un moment, une goûter, une petite sortie avec des invités et tout dans le jardin. Donc tu as la petite piscine, tu as les gens sur les transats. Et au fond, tu vois de la vapeur passer au fur et à mesure. En fait, tu comprends que c'est un train qui passe en arrière-plan. Et tu sais ce qu'il y a dans ce train-là, tu sais ce qui se passe. Et en fait, tu as tout le temps cette déconnexion totale entre ce qui se passe du côté du mur, donc du côté de la maison, et de l'autre côté dans le camp. Et en fait, c'est le plus saisissant, c'est la banalité de la chose. En fait, tout paraît normal pour cette famille. C'est-à-dire que ces bruits incessants qui se répètent tout le temps viendront gêner juste le spectateur, mais jamais les personnages. En parlant de banalité, et c'est ça où le film est très fort, c'est que ces bruits-là te viennent tellement banals que toi, parfois, tu t'en viens même à les oublier qui sont là. C'est ça qui est fort dans ce film, c'est Et que le tu film te est bats contre ça. Excellent par rapport à Ouais. ça. Et par rapport à la mise en scène, je voudrais juste dire un truc. Bon, déjà, photographie magnifique. Et que j'ai remarqué que tout ce qu'il ne veut pas montrer, il le met sur le haut de l'image. Vraiment sur le tiers haut de l'image. Comme si, à hauteur humaine, tu voyais pas comme les personnages, tu ne les voyais pas, mais que au-dessus de tout ça, il y a quand même toute cette horreur. Et on est donc souvent dans la maison, enfin la plupart du temps dans la maison. Moi, il y a un plan qui m'a marqué et qui est le seul plan dans le camp. C'est un plan en contre-plongée qui te montre la tête du père. Je sais pas si vous voyez ce plan. Il y a de la fumée et il est vraiment. Je pense que c'est un plan dans le camp. Et c'est, je crois que le seul plan qui sort un peu du film, parce que le film est fait vraiment en plan d'ensemble. Enfin, t'as beaucoup de plans d'ensemble. Il y a un découpage qui est hyper intéressant, c'est que c'est très, j'ai l'impression très, je dirais objectif, dans le sens où ça coupe quand le personnage rentre dans une pièce. C'est très cuté, quoi, mais toujours en plan d'ensemble, toujours. J'ai l'impression que même le montage est pris dans le film, quoi. Il y a un truc bizarre. Ouais. Après, il faut savoir que sur le dispositif, il n'y avait pas d'équipe technique à proprement dit. C'est-à-dire qu'en fait, il a posé plusieurs caméras dans la maison et pour reproduire ces allées-venues à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est filmé comme dans une télé-réalité. Et Exact. tu as vraiment ce défi filmique d'aller capter le quotidien de la maison. Donc, allées-venues des servantes qu'on va toujours voir en arrière-plan. Et tous ces moments assez triviaux, donc les femmes qui prennent le thé, le commandant qui reçoit des hommes d'affaires dans son bureau, et voilà, et ces côtés encore de trivialité. On parle de l'industrialisation de la mise à mort. Donc on parle des nouveaux fours crématoires qu'on doit installer pour améliorer la cadence. Sauf qu'on parle pas d'une entreprise, là on parle vraiment de tout le projet de mise à mort de la Shoah. Mais ça, c'était un propre de Robert Heuss, d'ailleurs. Parce que, lisez La mort est mon métier, de Robert Merle. C'est la seule intervention que je peux faire, donc je vais la faire. Lisez La mort est mon métier, ça vous dépeint Robert Heuss comme un mec giga méthodique. Genre, c'est-à-dire, il ne pense que en matière de stats. Et c'est passionnant. Donc voilà. D'ailleurs, je rebondis tout de suite. Il y a une séquence proche de la fin. Robert Heuss a une grande réception. Il est plus à Auschwitz. Il va bientôt revenir. Et il téléphone à sa femme peu après. Et il dit la seule chose à laquelle je pensais pendant cette réception, c'est comment j'aurais pu gazer toute la salle. Ça, c'est dans la bande-annonce en plus. Donc, ouais, c'est ça. Ça va être sa seule pensée, c'est qu'il est en haut d'un balcon. Donc, pareil, dans sa position de supériorité et position de vision, où il peut voir où tu as un plan d'ensemble sur tout le monde. Et voilà, c'est un homme, en fait, c'est un ingénieur qui ne pense qu'à son métier, sauf que son métier, c'est ça, c'est la mort. Mais est-ce qu'il a l'air de regretter un peu ce qu'il dit ou... Je voulais y venir, justement. J'avais l'impression dans le film que ce personnage-là était tellement vide qu'il s'en voulait. Et je crois que j'avais besoin de penser que ce mec s'en voulait. J'avais besoin de me dire, mais attends, il faut que je me rattache à quelqu'un quand même qui se rend compte du truc. Mais quoi. T'en es pas sûr? Je crois que non. Moi, je suis pas sûr. Ah non, mais il en a rien à foutre. Mais dans le film, j'avais besoin de me dire, ok, donc parce qu'il avait l'air mal. Faut à être chaque rassuré, fois, tu peut-être, vois. c'est ça. Ouais, j'avais besoin d'être rassuré. C'est pas possible de voir un film où tous les personnages à l'écran ne sont pas conscients de ce qui se passe, quoi. C'est ça, c'est qu'on a l'habitude, le nazi, que ce soit dans le cinéma ou. Moi, je pense surtout aux jeux vidéo. Par exemple, tu prends Wolfenstein. Le nazi, c'est la machine de guerre à tuer. C'est soit une sorte de machine de guerre
à tuer, mais genre dans son armure, donc très déshumanisée. Voilà, par exemple, le Stormtrooper de Star Wars, qui est peut-être en termes d'ennemi militaire, ce qu'il y a peut-être de plus déshumanisé au sens où un Stormtrooper, c'est un Stormtrooper. Tu ne penses jamais à la personne qui a sous le costume, il tombe par cinquantaines sous les tirs de rebelles. Bah, ils sont inspirés des uniformes nazis en particulier, au niveau de comment ils sont représentés dans les marches, les colonnes, etc. Donc on a cette vision du nazi soit machine de guerre, soit savant fou. Et en fait, la plupart des nazis en fait, étaient des personnes très rationnelles. C'est des personnes qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui prennent le thé, qui ont des passions. Là, la passion de Oz, c'est le kayak. Une de ses passions, c'est d'aller faire du kayak avec ses enfants. Donc on est loin de cette image dont on a l'habitude. Et c'est ça qui peut choquer, en fait. C'est de se dire que c'est des personnes qui étaient comme nous. Et pourtant qui ont fait des choses... abominable sans que ça les dérange, comme si c'était ils mettent à mort les juifs comme on mettrait à mort du bétail sans la moindre question. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage-là, il a même aucune affection en vrai particulière avec sa femme ou ses enfants dans le film. Il y a aucun moment où il y a de l'amour qui est donné, à part une scène qui est très drôle, c'est avec son cheval. Je crois que c'est la seule scène où le personnage rigole. Non, mais c'est la seule scène où le personnage sourit et embrasse quelque chose qui est son cheval en fait. Oui, parce que après, je sais pas si c'était les mœurs de l'époque, mais le mari et la femme qui sont dans des lits séparés, c'était peut-être les mœurs de l'époque. Après, je sais pas. Mais tu vois, même ça crée pas de lien. Quoi. Ouais. À chaque fois, en plus, quand ils sont filmés, en plus, c'est d'assez loin, parce que le film filme les choses d'assez loin. Donc du coup tu sens pas une connexion, une grosse connexion entre eux. D'une part, s'attacher au personnage c'est compliqué. En même temps, est-ce que t'as envie de t'attacher à un nazi et de ressentir de la compassion pour un nazi? Je suis pas sûr. Mais d'autre part, entre les personnages, t'as pas l'impression qu'il y a une grosse connexion non plus. Les liens sont morts un peu. Enfin, tu me parles d'une famille normale. Après, toutes les familles sont. Mais pareil, genre c'est le seul moment de dramatique au sens, quand je dis dramatique au sens vraiment de narration, où il y a une sorte de sursaut de narration, c'est le moment où ils vont pour transférer Oz, ils veulent le transférer de camp, qu'il annonce à sa femme et qu'il annonce il va falloir quitter la maison. Et sa femme, elle est totalement... elle est désespérée, elle est en mode ça fait des années qu'on bâtit cette maison, ils ont fait le jardin, ils ont fait la piscine, ils ont aménagé des pièces. Et en fait, son cauchemar à elle, c'est de quitter cette maison qui, pour elle, c'est son rêve. Et en fait, cette maison, elle est collée à côté du camp. Où tu entends des morts, tu entends les machines tout le temps, mais pour elle, c'est un endroit de rêve. C'est une sorte de jardin d'Éden. Comme tout à l'heure. De toute façon, maintenant, ils s'en foutent, ils les entendent plus, les trucs, tu vois. Enfin, c'est tellement devenu banal pour eux que... Et c'est ça, la seule chose qu'ils entendent et qui les dérange, c'est le cri du bébé. C'est-à-dire qu'ils ont un nouveau-né, et c'est le seul cri, en fait, qui est montré comme dérangeant pour eux, c'est les cris du bébé. Donc quelques cris de bébé qui arrivent de temps en temps sont plus dérangeants que les cris en plus qui sont intégrés tout le temps dans la bande son qui peut passer à certains moments. Donc des fois tu as des fonds noirs et tu as la bande son qui se lance, une bande son très grave au niveau des cordes avec des cris mélangés derrière. Vous me donnez vraiment envie de le voir. Il est génial, moi j'ai adoré. Non mais je retournerai le voir avec toi dans un état beaucoup plus éveillé et que moi je le profiterai pleinement. Et dernier point peut-être, au-delà de ça, le film tente vraiment des trucs vraiment osés. Bon après le film déjà son format est assez osé, mais moi je pense surtout, je crois que c'est 2-3 fois le film s'interrompt et te montre des images avec des couleurs unies. Le début qui est génial, c'est qu'en fait le film débute pendant... il y a bien 5 minutes. Non, 3. 2 minutes, pas 2 plus, minutes, je pense. 2-3 minutes sur un fond noir en fait, avec justement des sons. Et moi je l'ai un peu vu comme pour te dire maintenant on va faire un film sur la Shoah. Ouais, mise en ambiance un peu. Mise en ambiance, mais plus aussi oublier tout ce que vous savez sur les films de la Shoah, quoi. Ils veulent pas que tu y ailles en te disant alors là ça va ressembler à ça, ça va ressembler à ça. Et ils veulent aussi te dire tu ne verras rien, quoi. Tu ne verras rien, enfin tu verras pas les personnes se faire tuer. D'ailleurs vas-y, je termine. Ouais, non mais voilà, c'est tout. Non mais je trouve qu'en plus la façon dont il a l'astuce pour filmer les scènes de nuit, je la trouve super intéressante. Ah oui. Ouais, les plans négatifs. Voilà. Ouais, ça j'avais l'impression parce que du coup les plans négatifs c'était donc les... Alors c'était pas des... Si c'était peut-être des juifs, c'était les personnes qui servaient la famille, non? C'était ça? Alors, en partie, oui, parce que il me semble... Après la plupart de ces scènes se déroulent de nuit parce que je pense que c'est le seul moment où les juifs pouvaient essayer de s'en sortir entre guillemets. Ouais. Du coup pour montrer ça, alors que t'as de la couleur tout le temps, là tu passes en négatif pur, t'as que deux couleurs dans l'image. Ouais. Et je crois qu'il y a peut-être un seul plan où il y a des personnes qui ne sont pas des nazis qui sont représentées.
et qui est en couleur, c'est le moment où tu as la petite fille qui retourne, je crois, il me semble qu'il y a un plan où il y a justement, c'est précisé dans les sous-titres que ce qui est dit est en polonais, et je crois que c'est bien la seule fois du film où on voit des personnes qui ne sont pas des nazis en couleur et de manière visible. Après, tu dis nazi, mais genre, tu vois, les enfants sont pas nazis, les enfants de la famille sont Oui, pas nazis. mais je crois qu'en fait, j'ai eu du mal beaucoup à les interpréter, scènes en négatif, parce que je sais pas ça représentait qui. Alors, est-ce que c'était les enfants, Non, c'était des des enfants du servantes, commandant, c'était les ou des servantes. enfants des servantes qui essayaient d'aider dans le C'est camp, ça. ou juste peut-être même pas dans les servantes, mais vu que là, tu as mentionné le fait que ça parlait en polonais, est-ce que ce serait pas des civils qui habiteraient à proximité du camp, Ils en ont et parlé la en plus. petite fille essayerait de, je sais pas, de donner des pommes ou de poser des pommes à proximité du camp pour que les personnes à l'intérieur puissent essayer de manger quelque chose. Mais la couleur, du coup, que tu parles du négatif, moi j'ai l'impression, du coup, que ça ressemblait presque à des caméras de surveillance, un peu un truc qui plane sur eux, quoi. C'est-à-dire que même en sortant dehors, tu tombes dans un filtre qui te dit, ouais, on te surveille, quoi. Et tu Tu as vois. peut-être aussi ce côté, puisque le défi quand tu parles de la Shoah, mais même quand en fait tu essaies de parler d'un conflit où tu as des milliers de morts, où tu as des génocides, des exactions, des tortures, c'est comment montrer en fait l'immontrable. Et finalement, tu auras beau, parce que ce soit avec Shoah, que ce soit avec plein de documentaires, on a des extraits de ce qui s'est passé, on a des images, mais ce sera toujours qu'une fraction de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur les années de camps qu'il y a eu, tu n'auras jamais les 365 jours d'une année qui auront été filmés et montrés. Du coup, tu ne pourras jamais saisir ne serait-ce en fait qu'une partie de la monstruosité que ça a été. Est-ce que ces plans négatifs, c'est-à-dire qu'ils seraient plutôt centrés au moment où tu passes en proximité du camp, ça ne symboliserait pas l'impossibilité de mettre de la couleur, donc d'avoir une véritable image de... Ah oui, de peut-être ces le fait que ce soit choses-là. négatif, ouais, C'est ça. c'est jamais passé au positif, quoi. Ouais. En vrai, ouais, putain, pas bête. Ouais, pas. Mais j'avais vu justement un docu il y a 2 ans et en fait ça te parlait qu'il existait des images en fait des camps, de l'intérieur des camps et que tu avais quelques trucs qui existaient quoi. Et il y avait des clichés par exemple de personnes qui venaient avec des caméras mais vraiment genre des petites caméras de merde qui mettaient dans leur poche qui arrivaient à prendre des photos. Et il y avait une photo qui avait fait scandale après la guerre de prisonniers allongés dans l'herbe en train de bronzer au soleil au camp d'Auschwitz. Et les gens en fait étaient tellement dans l'idée de se dire que c'était, enfin c'est affreux bien sûr que les camps étaient affreux, mais ils n'arrivaient pas à concevoir le fait qu'en fait les gens avaient une vie, enfin ils étaient habitués quoi, tu vois. Je sais pas si vous Oui, voyez. qu'ils ont eu des moments en fait de... Il y a eu des moments où ils avaient besoin juste de s'allonger dans l'herbe et de bronzer au De soleil. quoi. repos. Et du coup cette photo ils ont supprimé les gens sur l'herbe et ils ont mis ça dans la presse en mode non regardez, je sais pas pourquoi j'ai Mais on a divagué, trouvé, on a mais trouvé voilà. la photo. Elle est toujours trouvable. Ah oui, vous pouvez trouver ça. Il y a plein de photos en fait de l'intérieur des camps, mais des trucs un peu amateurs de gens qui avaient des petits appareils infiltrés un peu et qui prenaient des photos, ouais. Ok, intéressant. Par rapport au film, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Bah, Il y comme aurait à- beaucoup de choses à dire, mais à un moment Tellement donné, de il faut trucs. s'arrêter. Quoi. On a beaucoup spoilé aussi. En fait, pour moi, non, je, je alors, trouve pas. Hein. moi, je pense que c'est un film que tu peux pas vraiment spoiler, parce que même si tu dis comment c'est mis en scène, c'est quand tu le vois que tu le ressens. C'est ça, c'est un film qui se ressent. Ouais. Intéressant, messieurs. Eh bien, je propose de passer aux chiffres. Alors, la zone d'intérêt, 15 millions de budget est estimé. C'est pas officiel, c'est estimé. Hein. En cumul US, il est à 3 millions et cumul mondial 3 millions 3, mais il vient tout juste de démarrer son exploitation, donc je me fais pas de soucis, peut-être que ça va bien augmenter. Et pour son premier jour en France, qui était donc le 31 janvier 2024, il a fait 45 002 entrées. Deuxième des nouvelles sorties derrière le film d'animation Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Ce qu'il faut dire sur ce film, c'est que ouais, en vrai, il fait un carton, hein. Et il a pas beaucoup de copies hein, en France. Ah Oui, ouais et je tiens à préciser que c'était le premier des sorties sur la région parisienne. Pardon. Et en même temps, Grand Prix à Cannes. Je sais même pas, peut-être même le public français, mais en tout cas, voilà, le film marche super bien. Il dépasse mais des gros films, par exemple Argyle, comment ça se dit Argyle. Argyle, bon, il dépasse même Argyle alors qu'il a genre 2 fois moins de copies que le film. Quoi. Argyle, je crois que c'est un flop pour le moment. hein. Ah oui, oui. Mais... Oh, il est pas sorti aux US, donc Mais voilà. je ne mets. Ah je- oui. Mais tu vois, par exemple, Je sais Châtelet, 9h du matin, le 31, c'était 100 places. Enfin, tu vois, genre, Ah ouais. Oui, oui, ah c'est oui. énorme. Très gros Le 9h film DL. démarre super bien, Ok. vraiment. Bah, il faut que j'aille voir. Mais il faut trouver le temps d'aller voir. Il faut trouver le temps pour ce film. C'est cela. Et ben, nous, on va prendre le temps de faire un petit break, Oui. puisque je vous propose un petit break musical avec Chokri Boudida, avec son morceau Diamanta.
C'était Chokri Bouddhida avec le morceau Diamanta. Et nous voilà maintenant dans la deuxième partie de ce DCP. Et les chiffres sont de retour. Comme d'habitude. Et c'est ils sont quoi là. le nom de tes chiffres? On va voir. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait jouer, messieurs. On est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Et j'ai eu une petite idée. Vous savez, il arrive parfois que des films fassent des fours monumentaux et des films fassent des cartons surprises au box-office. Ce qui fait qu'on ne sait jamais, enfin, on ne sait pas vraiment, à part si vous vous intéressez vraiment aux chiffres, on ne connaît pas les chiffres de chaque film. Et c'est en cela que je vous propose le jeu d'aujourd'hui, que j'ai appelé le jeu de l'un ou l'autre, parce que j'avais pas du tout d'idée, et que je suis pas original au niveau de mes titres. Donc je vais vous citer 2 films, et vous devez dire, selon vous, quel film a fait le plus d'entrées en France uniquement. Donc on parle que sur les entrées françaises, entre les deux. Voilà. Okay, Alors, alors, réfléchir en français, quoi. Vraiment. Alors bien sûr, j'ai essayé de mettre en commun des films qu'on n'aurait pas forcément mis en commun, mais je pense que vous saisirez l'idée sur les choix de films que j'ai eu très rapidement. Ok. Par exemple, c'est un exemple, calmez-vous. Si je vous demande qui a fait le plus d'entrées entre Titan et Titanic, bon, il n'y a pas trop de débat. Parce qu'il n'y a pas, Bah, Titan. il y a pas de point d'intérêt parce que on sait tous que Titanic est au-dessus. Voilà. Oh. En revanche, et là on va commencer à jouer, messieurs, si je vous demande quel film a fait le plus d'entrées en France, et on va commencer facile, entre Grave et Super Grave, c'est lequel? Grave. Super Grave, c'est le film américain là. Le Super Grave, c'est le film avec Jonah Hill, Michael Maston. Cera. Eh ben, j'ai envie de Stone. dire super grave, moi. Non, je vais dire Grave quand même, il a bien marché, Grave. Julien est le seul à avoir la bonne réponse parce que c'est Bâtard. Super Grave qui a fait le plus d'entrées en France, 326 338 contre 149 239 pour Grave. C'est vrai que Grave c'était un premier film donc les gens connaissaient pas, mais il a quand même bien marché pour un premier film. Quasiment non ouais, 150 Quand 000 même, entrées, c'était pas donc mal. c'est mais pas super mal. grave, Mais oui, non, mais comédie oui. américaine, ça m'étonne Mais pas. j'avais que oublié ça qu'il y avait une phase avec Jonah Hill, tous ces gens-là où c'était vraiment à la mode quoi. Quel film a fait le plus d'entrées entre Paul et Paulette? Paul. Paul. Paulette. Et bah c'est Paulette qui a fait le Putain, plus d'entrées. Merde. Parce que Paulette a fait 1 35 ça 495 Ça avait bien marché, hein. contre Paul qui en a fait 728 947. Paulette, c'est la vieille qui vend du shit. C'est ça. Oui. Effectivement, c'est ça. Et Paul, c'était le film Putain, avec j'adore le shit, en fait. Simon Pegg et Nick Frost qui rencontrent un alien qui est joué par Seth Rogen d'ailleurs. D'ailleurs, Paulette, c'était le dernier film d'une grande actrice française. Je vais retrouver son nom. Paul, d'ailleurs, la VF, c'était Philippe Manœuvre. De Paul. Oui, et je me souviens, la communication du film, c'est Philippe Manœuvre fait la VF. Bernadette Lafont, donc Paulette. Voilà. Alors, quel film a fait le plus d'entrées entre Une baraque à tout casser et Incassable? Incassable. Mais après, ce qui est- J'apprécie le jeu de mots. Mais c'est ça, c'est les très drôle. voilà, J'aime c'est- beaucoup, j'aime bien ton. C'est il est bien très drôle, trouvé. ton jeu. Bah, je sais que Shyamalan, des fois, il y a des gros flops. Incassable de souvenirs, ça avait marché. C'est le premier de la. de la trilogie de. Oui. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire Incassable. Après, il y a des gros acteurs. Alors, Ouais, Une Incass- baraque à tout casser, si vous ne voyez pas quel film c'est Non. un film sorti dans les années 80 avec Tom Hanks. Ah, la baraque. Ouais, Je ouais, tiens à bah vous oui. préciser parce que si vous ne voyez pas Oui. quel film c'est, Ouais, je Baraque. reste sur Shyamalan. Non, une baraque. Owen, La baraque. bah, c'est Incassable qui a fait le plus Putain, d'entrées. j'ai zéro pour le moment. Merde. Parce que Incassable a fait 3 450 178 entrées et Une baraque à tout casser a seulement fait 36 135 entrées. Après, Bruce Willis, normal. Ensuite, quel film a fait le plus d'entrées entre Chantons sous la pluie et Duel au soleil? Mais moi, j'ai le souvenir que Chantons sous la pluie, ça a fait un flop à l'époque. Donc j'ai Ah ouais Duel au soleil, c'est Le film de King Vidor, officiellement. Avec Christian Bale. C'est Son le premier film rôle. produit par Selznick et qui a fait Non. après autant Quelle d'entendre. merde. moi j'ai L'Empire envie de du dire Soleil. j'ai envie de- Attends, par contre, là, il y a deux discussions en parallèle, ça va Pardon. être compliqué. Quand Fred, il a sorti une dinguerie quand même. Pardon. Non, non, mais là, j'ai un. Un film de King Vidor avec Christian Bale. Pardon. Putain, Christian Bale, waouh, dans les années 40, il était déjà là. Quoi. Bébé Christian Bale. Oui. C'était Transformation physique. L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Bah, je vais dire le King Vidor, moi. Donc, Ouais, Duel au moi, soleil. moi aussi, je vais dire le King Le Vidor. Vidor. Eh ben, bonne réponse en effet. Duel au soleil a fait 3 719 544 entrées et Chantons sous la pluie 1 866 822 entrées. Quel film a fait le plus d'entrées entre 13 Hours et 127 heures? 13 Hours, c'est un film de Michael Bay, si vous ne savez pas, et 127 heures, je pense que tout le monde connaît. 127 heures, ça avait fait son truc quand même. hein. Ouais, mais Michael Bay. 127 heures. Michael Bay. C'est 127 heures qui a fait le plus d'entrées. Check, frère. Parce que 127 heures a fait 350 268 entrées et pour un Michael Bay, 13 Hours a fait que 106 570 entrées. C'est Oh. pas beaucoup. Après, c'était pas non plus un gros film à la Transformers, donc c'est pas ça qui allait attirer forcément les foules. À savoir que franchement, Michael Bay, à part ses Transformers, ses films un peu plus originaux et qu'il a fait entre les Transformers, c'est pas non plus des succès ouf au box-office. Ambulance. Genre Ambulance, voilà. Quel film a fait le plus d'entrées entre Le Grand Bain et Le Grand Bleu? Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Le Ouais. Grand Bain. C'est Le Grand Bleu qui a fait le plus d'entrées. Le Grand Bleu a fait 9 74 Ah oui, il a bien marché, 317 le Grand entrées contre Le Grand Bain qui en a fait que Petit. 4 269 Ah, parce 036. qu'ils en avaient parlé du Grand Bain, quoi.
Petite anecdote, Le Grand Bleu, c'est le premier film qui a été projeté au Grand Rex avec le grand large. Ah ouais. L'écran grand large, c'était le Grand Bleu. D'accord. Voilà. Stylé. Alors, quel film a fait le plus d'entrées entre L'Impasse et Sans Issue? C'est quoi L'impasse. Sans issue? Sans Issue, c'est un film avec Henry Cavill, un film d'action avec Henry Cavill, mais avant qu'il fasse Superman, je tiens à préciser. L'impasse. L'impasse. Ouais, l'impasse. Ouais, l'impasse. En effet, c'est L'Impasse avec 274 966 entrées contre 146 542 pour Sans Issue. Quel film a fait le plus d'entrées entre Les Enchaînés et Django Unchained? Django Unchained. Django. Ah, Django. Hein. En effet, c'est bien Django Unchained avec 4 303 569 entrées contre 3 645 807 pour Les Enchaînés. En même temps, un Tarantino, ça, à part peut-être Boulevard de la Mort, ça a jamais dû flopper au cinéma. Mais Django, c'est son plus gros succès aussi. Django étant son plus gros succès, il me semble. Ouais. Quel film a fait le plus d'entrées entre Saw et Pelle? Alors, je dis ça comme ça pour la vanne, Ah, mais Pelé. c'est Pelle le Conquérant, un film que Julien avait déjà évoqué d'ailleurs, réalisé par le mec qui va faire la série. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça avait eu la Palme d'Or. Pelle Voilà, le c'est ça. Conquérant. Alors, savoir que ouais, du coup, Pelle le Conquérant, ça a eu la Palme d'Or. Je pense qu'on dit Pelle. Ou. Pelle. Enfin, vu que c'est danois, peut-être Pelle. Je sais pas. Ah mais oui, ce film-là sur la guerre, c'est ça? Non. Ah, Max von Sydow. Qui est Donc, hyper dur. Voilà, entre Saw et Pelle, qui c'est qui a fait le plus? Pelle. L'appel. Saut. Saut, ouais. Faut pas. C'est Pelle le Conquérant qui a fait le plus d'entrées, 621 645 contre 493 502 pour Saw. Je veux dire, Saw, Oh, ça, ça se tâte quand même, ça se tâte. Saw, ça a été un succès surprise, mais relatif quand même. Hein. Alors quel film a fait le plus d'entrées entre Jeux d'enfants et Child's Play, le premier Chucky? Ah voilà. Ah, là, ouais. tu parles du jeu d'enfant avec Marion Cotillard et, Ouais. Voilà. et Guillaume Canet. Ouais. Ah, ça, c'est le jeu d'enfant de celui-là, là. Parce qu'il avait. Qu'est-ce que ça. Les gens en parlaient à Bah, l'époque. je pense que Jeu d'enfant a plus marché parce que Canet Chucky, Cotillard, oui, c'est jeu d'enfant. Non mais Child's Play, ouais, non. En effet, c'est Jeux d'enfants 1 98 398 entrées contre 143 136 pour Mais le premier techniquement, Chucky. ça s'appelle Jeu d'enfant aussi, Child's Play. En VF, France. ouais. Oui, aussi, oui. T'aurais dû dire Jeu d'enfant. Non, oui, non, mais sinon, entre Jeux d'enfants et Jeux d'enfants, MDR. Alors, quel film a fait le plus d'entrées entre La Porte de Paradis et Les Doors, le film de Liverstone? La Porte du Paradis. Non. La Porte du Paradis, ça fait un gigafour. Michael Cimino, il a dû ralentir un peu sa cadence après. Les Doors. C'est les Doors, hein. En effet, c'est Les Doors, 1 230 999 entrées contre 242 690 pour La Porte du Paradis. Ça a été un four. Oh ouais. Alors, quel film a fait le plus d'entrées entre elle et lui? Lui. Elle, c'est. Elle, c'est le C'est film de avec Paul Isabelle Verhoeven. Huppert, de Paul Elle- Verhoeven, et lui, c'est le film de Guillaume Canet Non. et avec Guillaume Canet. Lui, Ah non. Alors, lui, ça a floppé comme j'ai- jamais. j'ai Et confondu. elle, on en parlait, mais j'entendais en parler tout le temps de la performance d'Isabelle Huppert dans Elle, donc elle. Elle, ouais. J'ai confondu les deux, j'ai le droit de revenir parce que je pensais que lui c'était celui avec Isabelle Huppert justement et de Paul Verhoeven. Non, Oui. non, c'est elle. C'est C'est elle. bien euh, elle, ok. ouais. Lui Elle. c'est. Et puis, il a été multi-récompensé de Ah mémoire. oui, Elle. il est Donc, trop oui, bien. elle. Ouais, donc elle, Il est elle, génial, elle- ce film. Très En cool. effet, c'est elle, 636 312 entrées contre 187 665 entrées pour lui. C'était génial parce que c'est un film que Canet il a écrit pendant le confinement, je crois. Et c'est un film qui parle de Canet, sur Canet, avec Canet, produit par Canet, réalisé par Canet. Et j'adore le fait qu'un film aussi nombriliste se soit craché. Voilà. Bon, Canet, de toute façon. Trop, il y aurait eu une entrée, c'était lui. Quel film a fait le plus d'entrées entre Madame et Monsieur? Madame. Je sais même pas c'est quoi les deux films. J'avoue que j'ai pensé à Madame Monsieur après elle et lui, du coup, et j'ai remarqué qu'il y avait bien un film français qui s'appelait Madame et un film français qui s'appelle Eh Monsieur. bah, je vais partir sur Monsieur parce qu'on est dans un pays misogyne. C'est parce que tu es misogyne, Owen. Hein? Comment il l'a. Non, mais je vois pas, c'est quoi les films? Madame, ça me dit quelque chose. Ouais. Alors Madame, c'est sorti il y a pas longtemps et Monsieur, s'il me semble, c'est un film avec Jean Gabin, si je dis pas de bêtises. Ouais, allez, va pour Madame. Madame, ouais. Va pour Monsieur. Et bah c'est Monsieur qui a fait toujours le plus les hommes. d'entrées, avec 1 830 810 entrées contre 99 733 pour Ah, Madame. j'en ai deux de Monsieur, moi. J'ai Ah, ça- Monsieur qui a l'air d'être un film indien et Monsieur avec Jean Gabin. Oui, c'était pas. Oui, c'est Jean Gabin, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Ouais, ouais. j'ai un documentaire de Laurent Delahousse. Bon, allez, pour le dernier, quel film a fait le plus d'entrées entre la rivière rouge et les rivières pourpres? La Les rivière rivières pourpres. Les rivières pourpres. pourpre. Pourpres. Pourpres. Et c'est en effet les rivières pourpres qui a fait le plus d'entrées, 3 255 184 contre 1 719 383 pour la rivière rouge. Eh ben, c'était rigolo. C'était très drôle. Ben, Et j'ai perdu. Mais on n'a C'est pas pas fait les. Franchement, c'est le kiff là, parce qu'on n'a pas. Moi, j'ai pas compté. Je crois que c'est moi qui ai gagné, ouais. mytho, c'est Julien. Ouais, comme d'hab. quoi. Et ben moi les gars, j'ai un jeu aussi à vous proposer qui inclut des chiffres et qui inclut des morts. Eh, On continue dans le thème de la joasse là. Et de la mort, ouais. ouais. Parce que du coup, on a parlé de films dans lesquels il y avait quand même pas mal de morts, hein, The Iron Claw, Zone of Interest. Donc on reste dans le domaine de la mort. Et du coup, quels sont les acteurs qui sont morts le plus souvent à l'écran et combien de fois?
C'est le jeu que je vous propose. Ok. Donc là, j'ai sous les yeux le classement, le top 10 des acteurs qui sont morts le plus Ah ouais, d'accord, souvent. carrément. Donnez-moi plein de noms d'acteurs, je vais vous Oui, dire un bon. peu. Et après, vous On va- devinez les... on On y dit en va même dans temps l'ordre. tous les trois, On dit y en va même dans temps l'ordre. tous les ou pas trois. Non, parce que moi, ça se trouve, je pense pas au même que toi. Non, Donc, bah ouais, si, tu vas... non, Ouais, mais c'est moi, je pense pas au même mais que toi. c'est pas lui. Je sais à qui tu penses, mais Oui. c'est pas Bon, lui. on le dit, celui que vous pensez à moi, celui auquel je pense, dites-le. Ok. Ok. Sean Bean. Sean Bean, ouais. Sean Bean. Il est 11e. Mais c'est Il Christopher. est 11ème. Mais The Master of the Dead, c'est Christopher Lee. Oui, moi, je pensais à Christopher Lee. moi. Christopher Lee est 2e. Il Et est oui. dépassé d'un mort par quelqu'un d'autre. Oh. Ah ouais, d'accord. Vous avez Quel trouvé acteur Tu Alors. peux nous donner des indices peut-être? Le premier rôle, est-ce que c'est genre des films d'horreur? Genre. J'ai des acteurs de films d'horreur. J'en ai encore 2 de bons films d'horreur. En vrai, visé plutôt années 80? vieux Hollywood. Et il y a un acteur, par contre, qui est un acteur mexicain que vous voyez partout. Danny Trejo. Oui, Danny Trejo. J'allais dire comme indice qui vend des faritas. Monsieur Pubol del Paso. Voilà, c'est mais ça. aussi Ouais. aperçu dans Breaking Bad. Et lui, c'est le number one, Danny Trejo. Hein. Attends, C'est quoi? number one, Danny C'est Trejo. le number Ah ouais. one. Mais en même temps, il apparaît toujours dans des petits seconds rôles où il meurt. Oui, oui. C'est ça. Ça, je pense. Halloween, il y a de Rob Zombie, je crois qu'il meurt. Ça, c'est ça. Bah oui, il meurt dans Breaking Bad. Parce que ça compte film et série, hein, les Ah, stats. d'accord. Ah, ok. d'accord, ok. Il meurt dans Breaking Bad, il meurt dans Hit de Michael Mann. Dans tous les films d'action où il est, enfin, il fait Il toujours meurt, des petites ouais. apparitions Voilà. de toute façon, Moi, je Danny pensais... Trejo. Donc, cinéma d'horreur, peut-être un slasher. Juste, est-ce que tu peux nous donner le nombre de. Est-ce que tu l'as, le nombre de morts à Ah oui. l'écran? Je vous les donne, comme ça c'est fait. Ouais, C'est pour ouais, faire un peu ouais. un palier. Allez, Danny Trejo, c'est le number one, il est mort 65 fois. Ah oui, Oh, ok. Ouais, c'est pour essayer de donner Voilà. une barre. Et Christopher Lee, J'ai dit qu'il était mort une fois. Donc de 64. moins, donc il est mort 60, 64 oui, c'est ça. Et Sean Bean qui était 11e. Il est mort 28 fois. Parce que j'avais envie de dire. Christophe Lambert, non. J'avais envie de Hein dire. Non. J'avais envie de dire Al Pacino, parce qu'il meurt dans quand même pas mal de films, mais Non. finalement il est pas assez haut pour Non. taper le Allez, classement. je vais vous donner des indices acteur par acteur parce que sinon ça va être très Ouais, long. ouais, je pense, ouais. Le number 10 est mort 29 fois. C'est un acteur que vous avez vu dans Harry Potter, dans des films d'horreur. C'est un acteur un peu caméléon qu'on voit un peu partout. Alan Rickman. Non, il a travaillé pour Coppola. Charlie Sheen. Non. J'ai un trou de mémoire. Gary Oldman. Oui, Gary Ah oui, Oldman Oldman. Non, est mort 29 je pensais à fois. Kenneth Branagh, mais il meurt. Ah ouais. Non, il meurt pas tant que ça, Brana. Ouais, mais je sais pas pourquoi, non, il n'y a pas Kenneth Branagh dans Coppola, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais oui, dans Gary Oldman est mort 29 fois. Ensuite, j'ai un acteur connu à la base pour avoir des gros muscles. Schwarzy. Non, et qui a fait beaucoup de chirurgie esthétique, ce qui fait qu'aujourd'hui... Stallone. Ce qui... non. Mickey Rourke. Oui, Mickey Rourke, qui est lui. mort 31 fois. Je sais pas combien de fois ils l'ont noté pour Sin City, mais... Oh, j'en ai peut-être un, mais. Essaye. T'en avais 20 et tout. Jared Leto, on l'aime tellement pas qu'il meurt beaucoup. non. On l'aime tellement pas. Mon 8e est un monsieur qui a genre maintenant 90 balais. Qui est toujours vivant. hein. Oui, qui a une barbe magnifique. Vraiment, c'est un des mecs dont les cheveux blonds ont blanchi de la plus belle des manières. C'est un gars qui avait avant une belle moustache et qui maintenant a une belle grosse beubare, qui a joué des méchants dans plein de films, mais qui a aussi joué dans Body Snatchers. Mais il est aussi connu pour être un méchant dans une saga de films qui a adapté justement des bouquins. Ian McKellen. Non. Non. Je D'ailleurs, pensais à Ian McKellen, D'ailleurs, mais- cette saga de bouquins, enfin cette saga de films, on y a eu un spin-off l'année dernière. Ah, donc on est dans Indiana Jones. Non. Bah non, c'est des bouquins, je dis des bêtises, moi. Hunger Games. Oui, on est dans Hunger Games. Ah, j'ai pas les noms, moi. Donc Attends, qui c'est qui a joué dans Hunger Games Cet acteur. Snow, le. Oui. Ouais, je sais pas Comment comment s'appelle il cet s'appelle. acteur Oh, je sais plus qui c'est qui le joue. C'est vrai qu'il a joué dans des films et tout. C'est une légende cet acteur quand même. Le père de Kiefer. Donald Sutherland. Ouais, Donald Sutherland. Il est mort 34 fois. Ensuite. Trop cool. Ouais, celui-là il est compliqué. Hein. L'acteur de Dracula. Ah, Bela Lugosi. Oui. oui. J'avoue qu'il y a 3 acteurs de Dracula quand même dans ce top. Hein. Ah, Dracula, c'est un vampire. Parce qu'il y a Gary Oldman, Bela Lugosi et Christopher Lee. Alors après, lui, je le connais pas. On va faire le 5. Un acteur qui a joué aussi dans Harry Potter et qui est mort il y a peut-être 7-8 ans Bah, déjà. l'acteur qui joue Dumbledore. Non, c'est pas celui qui jouait Hagrid là Non, il est pas mort. Il lui. est pas mort. Non. Non, c'est un acteur qu'on voit pas tant que ça dans Harry Potter, mais qui a quand même une scène giga culte à lui dans l'épisode 1. C'est- Celui qui fait Quirrell. Non, c'est celui qui, dans La Baguette. Ah, Ollivander. Ollivander. Ouais, Ah, Ollivander, qui c'est voilà. Ah, c'est John Hurt. Oui, c'est John Hurt, qui est mort 43 fois. It Hurts, pardon. La fameuse vanne. Le number 4, c'est un acteur dont Tim Burton était un immense fan. Boris Karloff. Non. J'ai plus son nom, merde. Il a donné sa voix
dans la légendaire chanson Thriller de Michael Jackson. Putain, je le sais, merde. C'est lui qu'on entend à la Vincent fin. Price. Yes, Vincent Price, la voix de l'horreur, mort 43 fois. Bon, les deux autres acteurs, je vous avoue que je les connais pas et que du coup, ça m'étonnerait que vous Tu les peux ayez. nous les dire. Hein. Boris Karloff. Ah, bah, je le l'ai nom dit, dit quelque chose. On l'a dit, c'est Frankenstein. Ah bon, Je tu l'ai l'as dit juste avant. Ouais, il l'a dit. Oh, tu l'avais. Bah, il est mort 42 fois, Oui. numéro 6. Et numéro 3, lui franchement je le connais pas, il est mort 53 fois, Lance Henriksen. Messieurs, vous savez quels sont les acteurs les plus morts? Ouais. La semaine prochaine, je vous ferai deviner. La prochaine fois, du coup. Quels sont Ouais. les acteurs La prochaine fois, je vous ferai deviner quels sont les acteurs. Les plus vivants. Non, Non. qui ont le plus tué, tu me l'as teasé, ouais. Ouais, toi tu l'as dit. Qui ont le plus tué à l'écran. Oh. Et là, par contre, on arrive à des chiffres Charles. Faramineux. pas mal. Mais ce sera dans 2 semaines. Bah, John Wick, déjà. Ah oui, Keanu oui, Reeves, il a dû en tuer. Vous connaissez. Non, vous- en vrai, il y a des devinez, films mais- vraiment, mais genre, toutes les 2 secondes, il tue quelqu'un, donc il y a pire. je pense. Vous verrez, les gars. Eh ben, messieurs, on approche de notre douce fin et Julien esquisse un sourire puisqu'il a préparé son Joker. Alors, Julien, de quoi tu vas nous parler? J'avais envie de parler de cinéma, évidemment, mais j'avais envie de parler de jeux vidéo. Et jeux vidéo et cinéma, et ben en fait, c'est super large et c'est super dur parce que ça peut croiser plein de thématiques. Mais on a avantage, c'est qu'ici, autour de cette table, on est tous des joueurs à plus ou moins haut degré, mais on a tous tâté des manettes, différentes consoles. Et j'avais envie un peu de parler du rapport entre jeux vidéo et cinéma, sans forcément me lancer dans quelque chose, mais plus ouvrir le débat. Mais avant ça, peut-être, quel rapport déjà en premier lieu on peut entretenir entre les deux? Déjà, on a, surtout alors depuis très récemment, on a pas mal d'adaptations de jeux vidéo qui vont au cinéma. Donc j'avais noté très récemment, il y a eu Gran Turismo, qui est sorti l'année dernière, je crois. Gran Turismo, mais on a eu aussi la saga Sonic qui est arrivée, on a eu Super Mario, mine de rien, l'année dernière, Uncharted, encore très récemment. Et si on pourrait penser que la pratique est récente, mais ça existe depuis tout le temps. en Depuis fait. les années 90, quoi. Bah, c'est ça, parce que moi, j'ai surtout en tête, j'ai les Tomb Raider et les Resident Evil, donc c'est 13 années 2000, mais ça date depuis quand même un moment. Et en fait, depuis quasiment que les jeux vidéo existent, les jeux vidéo ont tout de suite adapté des films au cinéma. Par exemple, sur Atari, on trouve très vite des jeux Superman. On trouve aussi le fameux E.T. Considéré comme qui est considéré comme le pire jeu vidéo de l'histoire. C'est adapté du film E.T. Et alors du coup, dans tout ce rapport, on pourrait se demander c'est quoi l'intérêt de porter des jeux vidéo à l'écran, et c'est aussi sur ça que j'aimerais vous entendre. Est-ce que peut-être vous avez vous y trouvez un intérêt ou non? Mais avant de lancer vraiment la chose, on pourrait dire d'abord c'est mercantile, c'est vraiment tu as ton jeu vidéo adapté au cinéma, tu vas sans doute attirer les fans, et pour peu tu attireras peut-être quelques personnes curieuses de voir ce que ça peut donner. Et en même temps, le cinéma, c'est avant tout un média de l'adaptation. La plupart des adaptations au cinéma, ça vient du roman de base. Et du coup, on pourrait se poser la même question. Est-ce que quel est l'intérêt de mettre des films en jeu vidéo? Et c'est un peu pareil. Là, on va surtout retrouver l'argent, parce que tu vois ton film en jeu vidéo, t'as envie d'y jouer. Et c'est souvent comme ça que ça a marché au niveau marketing. Ça marche plus trop, ça. On a Ouais, plus de... c'est ça qui est intéressant. Et pareil, quand tu parles cinéma et jeux vidéo, tu pourrais dire le cinéma qui utilise des caractéristiques de jeux vidéo, donc les plans subjectifs, ou maintenant même les jeux vidéo qui utilisent les notions de cinéma. Je pense aux jeux narratifs, ou même vraiment, on pourrait dire les films interactifs. Est-ce qu'on doit parler de films interactifs, ou est-ce qu'on devrait parler de jeux vidéo cinématographiques? Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Non, j'ai eu un choc mental quand t'as dit un truc dans ton speech. C'est que Fred, t'avais parlé la dernière fois d'une adaptation d'Until Dawn, et je voulais pas te couper parce que c'était les news et on n'allait pas durer très longtemps là-dessus. Mais je trouvais ça totalement con d'enlever le principal aspect narratif de l'œuvre en disant c'est toi qui fais les choix, maintenant on va te les imposer, puis on va te les imposer, puis voilà quoi. Oui, d'autant que tu prends, là on est un peu dans le sujet, tu prends quelque chose comme Until Dawn. C'est film interactif, jeu vidéo cinématographique. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, Until Dawn, c'est un jeu vidéo narratif, c'est-à-dire qui est à choix. Donc on va suivre une bande de jeunes pendant à peu près une nuit, donc Until Dawn jusqu'à l'aube, et qui vont devoir survivre dans un chalet. Et le jeu est éminemment cinématographique, tant il fait référence au slasher, donc ça a des références à Halloween, des références à tout ce qui est à Vendredi 13, tout ce qui compose un peu le genre du tueur en série. Et le jeu te donnait la possibilité de pouvoir, selon tes choix et ta façon de jouer,
soit de faire survivre tout ton groupe, je crois que c'est peut-être une petite dizaine de personnes, beaucoup, où tu pouvais littéralement, tout le monde pouvait littéralement crever. Et autre grande particularité du jeu, c'est que le jeu avait des acteurs matérialisés en 3D. C'est-à-dire qu'on avait Rami Malek, bon, j'ai pas besoin de présenter, Hayden Panettiere, donc pour les fans de Malcolm reconnaîtront Jessica, la nounou, mais qui était aussi dans la série Nashville par exemple. Et qui a joué dans Scream. Oui, voilà. Ah ouais. Dans le 4, ouais. Et c'est vrai que tu prends quelque chose comme Until Dawn, on peut vraiment se poser la question quel intérêt, parce que même en termes de gameplay, je peux comprendre que tu as des gens qui n'aiment pas les jeux vidéo, qui s'y intéressent pas, mais c'est un jeu vidéo vachement accessible quand même. C'est marrant Until Dawn parce que ça a vraiment ce côté neuneux du cinéma d'horreur. Vraiment, il encapsule très bien cette vibe, mais en étant un jeu vidéo. Donc, En fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu sais que c'est pas un grand scénario, c'est littéralement groupe d'ados va faire du sexe dans la cabane isolée et il y a des monstres qui arrivent. Au cinéma, c'est le genre de nanar bien cliché, mais dans un jeu vidéo, c'est très fun. Ça va être naze, tu vois. Ça va être absolument naze. Mais après, franchement, il y a des adaptations de jeux vidéo que j'ai bien aimé, genre Uncharted par exemple, ou Mario en vrai. C'est des films, genre, ils sont pleinement conscients de la pauvreté de leur scénar, mais ils décident de mettre les potards à fond en matière de spectacle. Et c'est comme ça qu'ils se rattrapent un peu. Genre par exemple Uncharted, c'est con à dire, hein, mais le climax d'Uncharted, là, cette grosse baston sur 2 navires qui flottent dans les airs par des hélicos, ça a aucun sens. Mais dans la vibe Uncharted, ça a vraiment toute cette vibe là, ça a réussi à l'avoir. Et ça rend le truc très fun à regarder. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'un jeu comme Uncharted, qui est par les mêmes producteurs, enfin par les mêmes développeurs que The Last of Us, ce qui je trouve différencie vraiment les deux jeux, c'est que The Last of Us, t'as quand même une vraie recherche de scénario, alors que Uncharted, c'est vraiment cliché de bout en bout, mais ce qui fait qu'un Uncharted, c'est cool, c'est juste fun, genre tu enchaînes des groupes d'ennemis, t'as des explosions à gogo toutes les 2 secondes, ça se prend jamais au sérieux. J'avais fait le 3 récemment, tu fais quand même une succession de accidents de voiture / accidents de bateau, mais genre tsunami / tu prends un avion, l'avion se crache dans le désert. Et c'est ça en deux. T'arrives dans un manoir et il y a un incendie. Oui, c'est vraiment. Dans un désert, il y a une tempête de sable. C'est ça, c'est de la surenchère permanente. Mais c'est fun. Et c'est vrai que c'est dur si tu retranscris ça directement au cinéma, ça peut être vachement nul. Mais est-ce que finalement, ce qui fait qu'un film comme Uncharted ou même Super Mario, ça peut être intéressant, est-ce que c'est pas parce qu'on a des scénarios originaux ? C'est-à-dire que le Uncharted c'est pas une adaptation d'un des jeux vidéo, ça se passe avant. Le Super Mario, bon, il n'y a pas vraiment de scénario dans Mario, on peut dire, mais du coup, ça fait une histoire originale. Est-ce que c'est peut-être ça qui fait que ça donne un intérêt ? Est-ce que si on avait fait juste un copier-coller, et là, je vais rebondir sur The Last of Us, moi, je sais que je l'ai pas vu, parce que je suis quelqu'un d'aigri qui ne veut pas voir la série, parce que voilà, j'ai joué aux jeux vidéo, tout ça. Mais c'est vrai que ça pose la question, et je crois que c'est ce que tu m'avais dit, Owen. Le problème de The Last of Us, c'est que c'est très beau, il y a plein de points communs, mais tu avais trouvé qu'il y avait peu d'intérêt à voir la série finalement. Il y a quand même des moments où genre ça sortait un peu du jeu, de l'histoire du 1 en tout cas, mais ils étaient pas assez présents. Enfin tu vois, il y a l'épisode 3, je pense que tu en as entendu parler avec Franck, qui était genre incroyable, mais après le reste de la série restait dans les grandes lignes du jeu quoi. Alors moi j'avais assisté à un colloque qui était vachement intéressant sur le rapport entre le jeu vidéo et l'animation, et à un moment quelqu'un était venu à parler de l'épisode 3 de The Last of Us, qui avait dit qu'en fait c'était un millésime d'adaptation, parce qu'il avait adapté littéralement une lettre dans le jeu The Last of Us, parce que dans The Last of Us, tu es dans un monde post-apocalyptique et tu récupères des lettres, et à travers ces lettres, tu as une histoire. Et en fait, l'intelligence de cet épisode 3, ça a été de prendre une de ces lettres et d'en faire tout un épisode. Et là, tu as un vrai processus d'adaptation et tu as un vrai travail d'imagination et de création artistique. Alors que tout le reste de la série... C'est du copier-coller, quoi. Ouais, c'est pas très rigolo, quoi. Puis surtout, c'est la pâle copie, moins drôle, moins prenante, je trouve. Donc voilà. Ouais, ça en revient à cette histoire que le cinéma, c'est vraiment un média de l'adaptation. Donc si tu lui donnes matière à adapter des choses nouvelles, ça peut être très intéressant. Moi, je sais que j'attends avec impatience la série Fallout, parce que j'adore Fallout. Et je me dis, c'est un univers qui, déjà, dans chaque jeu, t'as toujours le même univers. Donc tu vas retrouver les mêmes antagonistes, les mêmes, on va dire, guildes, confréries, mais toujours avec une histoire différente, avec un lieu différent, puisque c'est un monde post-apocalyptique. Donc le numéro 3, c'est Washington, le numéro 4, c'était Boston. J'avoue, je ne sais pas exactement où la série va se situer, mais tu as toujours matière à faire un scénario original dans un univers qui est connu, et un univers en plus qui portait à l'écran. Donc ça, c'était pour The Last of Us, ce qui peut être intéressant, c'est qu'à l'écran, c'est super beau de mettre les claqueurs, tous les infectés à l'écran. Donc là, tu auras la même chose dans Fallout, avec tout le bestiaire qui est énorme, mais tu peux proposer une histoire originale. Et c'est pour ça que même moi, les idées de porter BioShock à l'écran,
ça peut être super intéressant, puisque BioShock... c'est les univers qui c'est ça, servent de en fait choses. BioShock c'est franchisé, mais c'est différent à chaque fois. Et puis vraiment, voilà, l'univers de Fallout, l'univers de BioShock, c'est des univers qui sont ultra denses et ultra intéressants à suivre, alors que l'univers de The Last of Us, c'est un univers post-apocalyptique qu'on a vu déjà 1000 fois. C'est la façon dont il est traité sous le prisme du jeu vidéo qui trouve son intérêt. Alors que bon, BioShock, Gore Verbinski, aka le mec qui a fait Pirates des Caraïbes, il devait faire BioShock, ça aurait été merveilleux, quoi. Ah, ça aurait été magnifique. Est-ce que là, vous auriez peut-être... Il y aurait un jeu vidéo que vous aimeriez voir adapté au cinéma, ou inversement, un film que vous... Parce que là, j'en avais parlé à la dernière émission, il y a Indiana Jones qui va être adapté en jeu, ou est-ce qu'il y aurait un film auquel vous aimeriez pouvoir jouer Mais en jeu vidéo, je suis un peu intrigué par le film qu'ils vont faire, ou la série, je sais plus, de God of War, même si en soi, bon, ça va pas être plus intéressant que ce que ça c'est sur le papier. Moi, mon rêve, mais ça aurait pu arriver, c'est que Bethesda, de base, Skyrim, ça devait être un jeu Game of Thrones. Et en fait, moi j'adore Skyrim, c'est un de mes jeux préférés. Et je me dis, mais putain, tu m'aurais donné un Skyrim dans l'univers de Game of Thrones. Mais je serais pas là actuellement. Enfin, tu vois, j'aurais raté ma vie. Je serais à 6000 heures de jeu. Enfin, tu vois. En vrai, Red Dead Redemption, je trouve que sous le prisme du jeu vidéo, c'est pas. Enfin, j'adore, hein. Mais je trouve pas que c'est cantonné forcément au jeu vidéo. Et je pense qu'on ferait un western vibe Red Dead Redemption, mais avec la rigueur de l'écriture. Il y aurait un truc. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc incroyable. Parce que Red Dead, je sais que les gens vont répondre que oui, il y a cette jauge d'honneur, de déshonneur qui fait pencher la balance selon les séquences, les cinématiques. Mais dans l'ensemble, c'est plus l'univers, la vibe autour de Red Dead Redemption qui trouve son intérêt. Donc en vrai, un film Red Dead avec John Marston. La différence entre un jeu vidéo et un film, c'est que par exemple, tu vas regarder un film, tu ne pourras pas interagir avec lui, c'est ça que tu disais. Mais j'ai l'impression qu'on peut trouver des films qui ressemblent beaucoup à des jeux vidéo alors que c'est pas des adaptations. Genre moi je pense à Elephant de Gus Van Sant. Et je trouve que l'idée des fois de faire des plans très neutres, enfin Gus Van Sant, Elephant, c'est ça en fait, de faire du plan séquence aussi. C'est des plans séquences déjà, il y a ce truc là. Mais de montrer juste des gens en train de marcher sans vraiment t'indiquer ce qu'il y a dans leur tête, ou etc. Est-ce que ce serait pas une forme un peu d'interagir avec l'image et de réfléchir, enfin tu vois. C'est du film troisième personne. C'est ça. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, mais je reviens un peu à la zone d'intérêt. Ce que j'aimais beaucoup dans la zone d'intérêt, bon, après ils filment en arrière-plan, c'est pour un propos. Mais moi j'adore quand tu as de l'arrière-plan, par exemple un film comme Citizen Kane, c'est un des premiers à vraiment jouer sur ces profondeurs de champ et à montrer l'arrière-plan. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce que moi ce qui m'a mené au cinéma, c'est d'abord c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire c'était le côté très narratif, les scénarios et la mise en scène. Et c'est pour ça que j'adore quand tu as dans un film les plans subjectifs, mais surtout quand tu as des caméras très mouvantes, donc du plan séquence ou de la caméra qui tourne, parce que ça te met dans cette position du joueur. Et quand tu es joueur, ce qui est superbe, et c'est là où tu peux aller plus loin que le cinéma, c'est que tu peux te déplacer librement dans le plan. Tu peux aller où tu veux dans le plan. Donc moi, quand tu me donnes un plan qui est vivant, il se passe des choses à l'arrière, il se passe des choses sur les côtés, j'adore. Et pareil, en termes de jeux vidéo, moi j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au walking simulator, donc tous les jeux où tu vas avoir une partie où ça va juste, tu marches et tu observes des décors. Death Stranding quoi, Ouais, mais tu retrouves, moi je sais que je l'ai pas fait, mais en exemple j'avais jeu adapté d'un film que je trouve super bien, Blair Witch. Le jeu Blair Witch, déjà c'est un scénario original, mais qui garde tout ce que fait l'univers de Blair Witch. Et en fait le jeu c'est se balader dans une forêt, et ce que fait très bien le jeu, et c'est là où tu as une passerelle avec le film, c'est que dans le jeu, si tu ne vas pas sur ce qu'on pourrait dire des clés points, en fait, tu te perds dans la forêt et en fait, la map se régénère automatiquement. Et en fait, tu tournes littéralement en rond. C'est-à-dire que si tu vas tout droit, et ben, le jeu arrive à régénérer une boucle et il te veut refaire apparaître la première image par laquelle tu étais traversé. Et tu retrouves cette sensation de perdre dans la forêt que tu avais dans le film. Moi, juste un truc à dire sur la manière dont on a traité les adaptations de jeux vidéo au fil du temps. Parce qu'au début, les jeux vidéo, et le rapport que ça a au cinéma également, la manière dont ça a fait évoluer la mise en scène dans le cinéma également, le jeu vidéo, c'est qu'au début, les adaptations de jeux vidéo, c'était des trucs très concons, genre Mortal Kombat, on a vu, et qui est excellent de nanardise, que ce soit même Street Fighter, des trucs comme ça, enfin beaucoup d'adaptations de jeux vidéo de combat d'ailleurs, au début, que ce soit le premier Super Mario Bros, le film live action de Mario Bros qui avait été fait, enfin, j'ai l'impression qu'ils voulaient attirer un public qui était pas de la cible, et vu qu'à l'époque, on savait pas comment les adapter, on les adaptait par des trucs qu'on savait faire, genre comment tu vas adapter Mario en fait, en faire un thriller, enfin j'ai pas vu le film, mais une sorte de comédie thriller un peu steampunk, des trucs comme ça, enfin j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai vu en globalité ça avait l'air d'être ça. Au final le jeu vidéo a influé la manière de mettre en scène au cinéma, je pense notamment à Matrix qui a
énormément repris de la caméra 360 que tu peux déplacer n'importe comment. Et en parallèle, le jeu vidéo s'inspirait du cinéma dans sa mise en scène également, parce qu'on pense à des trucs comme Max Payne qui utilisaient des choses vachement cinématographiques dans leur jeu. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de platitude à ce niveau-là, où j'ai l'impression que les adaptations qu'on fait, ça va être du copier-coller comme on a dit avec The Last of Us, et à l'inverse, maintenant ce serait plus l'inverse, de voir des films adaptés en jeux vidéo qui m'intéresseraient pour avoir une seconde vision et dire maintenant je prends le contrôle de l'histoire. Et c'est pour ça que certaines adaptations de jeux vidéo, enfin de super-héros par exemple, c'est super cool, parce que Batman ou Spider-Man, ça permet des nouvelles histoires, mais sous le prisme du jeu vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un nouveau débat, hein, c'est juste un pavé dans la mare, mais on va peut-être pas lancer ce débat, mais je pense qu'aujourd'hui le jeu vidéo, c'est l'art le plus complet, parce que il a tous les éléments du cinéma, mais il n'a pas la contrainte du temps et il a l'avantage de l'interactivité. Ce qui fait que toutes les histoires, par exemple, faire un jeu Batman ou faire un jeu Spider-Man, il sera toujours 1000 fois plus dense en matière d'intrigue qu'un comics ou qu'un film. Pour moi, c'est ce qui est le plus à même de donner la meilleure expérience d'audiovisuel. Mais c'est vrai que tu dis un truc intéressant, c'est que j'ai l'impression que plus on évolue, plus on a envie d'interagir avec les objets d'art, tu vois. Et je me dis que ouais, peut-être que plus on va évoluer, plus les films vont te permettre d'interagir avec, tu vois. Là, je pense à des films plus la forme, les films écran, qui sont des films très intéressants, dont la narration se passe uniquement sur un écran d'ordinateur, donc les personnages apparaissent avec des webcams, on se déplace sur des onglets d'internet, et ça aussi c'est déjà, comme on parlait du fan footage aussi, le fait d'avoir des plans séquences, c'est déjà une manière de dire que ouais, nous en tant que spectateurs, on aime être dans le film et d'avoir l'impression d'interagir, quoi. Et ça me fait aussi penser à un autre truc, un film que j'ai vu avec Jérémy, et Owen s'est endormi. Bah oui, Possessor de Brandon Cronenberg, qui est un film où un mec en fait joue une autre personne, quoi. Et t'as pas eu cette impression dans le film quand on le regardait que tu t'étais un peu dans un jeu, quoi. Il y a des moments où ça glitch un peu et tu vois, non mais même genre juste le fait d'avoir un personnage qui joue un autre personnage qui est caché, qui se qu'on confond voit un pas, peu avec, ouais. on devient presque lui. Enfin, tu vois, et j'ai l'impression que ouais, plus on évolue, plus les films tendent à avoir cette relation, genre une sorte d'interaction, même si c'est pas avec une manette, une nouvelle forme d'interaction avec les films. Est-ce qu'on plonge encore un peu plus dans les strates? En fait, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, ressoulever des questions, et c'est tellement contradictoire à la fois, parce que c'est des médias qui se nourrissent et qui s'opposent. Parce que comme tu disais, le jeu vidéo est d'un côté le plus complet, mais si tu le mets en face du cinéma, ce que donne le jeu vidéo dans une œuvre, c'est-à-dire du gameplay, c'est quelque chose qui fait perdre en mise en scène. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gameplay, mais tu ne retrouveras pas une mise en scène que tu peux avoir au cinéma en termes de plan. Donc d'un côté, tu gagneras en interactivité, mais tu perds peut-être une certaine forme de contemplation. Oui. Mais du coup, voilà, c'est un débat, je pense, sans fin, mais qui est super intéressant. Ouais. Moi, ma conclusion de tout ça, c'est par pitié, n'adaptez pas Metal Gear Solid. Moi, je veux une adaptation de FIFA. Je verrais bien Metal Gear Solid, Netflix, une petite adaptation, un acteur connu. Mads Mikkelsen. C'est déjà prévu en fait avec Oscar Isaacs. Oh, non. Est-ce qu'on clôt On peut clore. On peut clore. On clôt le. Hein On peut clore. On peut clore le Joker. Et à qui donnes-tu la carte pour la semaine prochaine? On est reparti sur un nouveau cycle là, du coup. Non, pas du tout. Non, je peux donner à qui je veux. C'est très mixte. C'est très mélangé. Avant moi, c'était Jérém. Avant, c'était Fred. Donc je vais la donner à Owen. Yes. Faut que je ressorte ma liste. C'est vrai que lui, il a une longue liste de. Il prévoit les trucs en avance. Ouais. Les plus beaux cheveux du cinéma. Ça arrive. Ben, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. À vous, spectateurs, de nous avoir écoutés. Des gros bisous et merci beaucoup. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur YouTube et via la chaîne Wishing Light Channel. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et on vous fait des gros bisous. Au revoir, bonne soirée. Merci, à la prochaine. Tchuss.